La pratique des fichiers et du fichage est ancienne, mais sa massification et sa banalisation interrogent, et telles sont les raisons pour lesquelles nous avons demandé l'inscription de ce débat ce soir ici au Sénat. Alors que la France a longtemps été un pays où la protection du droit à la vie privée était très forte, on glisse vers une acceptation, voire la certitude, que la multiplication des fichiers est nécessaire. Ainsi, en octobre 2018, le rapport de l'Assemblée nationale sur les fichiers de police dénombre près de 106 fichiers pour la seule police, mis à la disposition des services de sécurité contre 58 en 2009. Face à ce mouvement effréné de création de fichiers et de récolte de données personnelles dont la finalité et l'usage réel interrogent, nous avons donc souhaité l'organisation de ce débat. En effet, nous assistons, je l'ai dit, à une banalisation de l'usage gestionnaire des fichiers par l'ensemble des administrations pour rationaliser les politiques publiques, renforcer la dite maîtrise des coûts ou encore l'évaluation des activités des agents avec la généralisation du travail par objectifs chiffrés ainsi qu'à une radicalisation du contrôle social. La création en 1978 du fichier Safari a entraîné la naissance de la CNIL, censée être un garde-fou. Les créations des fichiers Edwige ou Base élèves en 2008 ont fait l'objet d'une véritable levée de bouclier. Mais aujourd'hui, la multiplication des fichiers dans l'objectif de surveiller, contrôler et réprimer des populations sans réel contrôle parlementaire se fait dans l'apathie générale. Pire, on accumule ces données dans une logique prédictive et non préventive. Et pourtant, les fichiers sont une maltraitance, un outil de déshumanisation, d'objectivisation. Les fichiers ne peuvent pas prendre en compte les singularités, les spécificités de certaines situations, de certains cas individuels, et en ce sens, le fichage tend à nier la complexité humaine. Le fichier devient un outil de gestion administrative. On confie donc à des machines des tâches qui devraient être faites par des personnes avec leur conscience, leur savoir-faire, leur capacité d'appréhender des situations particulières. Que l'on songe au fichier Pôle emploi. Créé d'abord pour les demandeurs d'emploi, cet outil sert en réalité à traquer les chômeurs et à accélérer leur radiation. Un service aussi sensible, où l'on connaît les problématiques d'électronisme ou les difficultés particulières, ne peut être sous-traité à un ordinateur. Que dire encore de la création d'un fichier de personnes vaccinées alors qu'un fichier du nombre de vaccins disponibles et de leur utilisation aurait permis un meilleur contrôle, un meilleur contrôle de la politique vaccinale de l'État. Ainsi, il y a une chosification des gens, mais aussi la volonté de normer les comportements. Il ne s'agit plus de poser des interdits, mais bien d'imposer un comportement, celui que l'État définira comme adéquat. À cet égard, la volonté de ficher les manifestants et les syndicalistes relève moins de la lutte contre les inégalités que de la volonté de discipliner les fractions de la population les plus indociles. Car ce savoir ficher ou surveiller empêche l'action, empêche la pensée et donc l'expression de la démocratie. C'est dans ce cadre que la multiplication des fichiers de police et de surveillance sociale à des fins dites sécuritaires nous interpelle et, j'ose le dire, nous inquiète plus particulièrement. D'autant que ces derniers peuvent être basés sur des critères de suspicion, de culpabilité et de dangerosité incertains. Ils sont de ce fait susceptibles de violer la présomption d'innocence, le droit au respect de la vie privée, ainsi que le droit à la protection des données personnelles. Pire, ces fichiers sont souvent faux. Ainsi, par manque d'actualisation ou erreur de saisie, une personne disculpée peut continuer à être enregistrée comme dangereuse dans un fichier de police. Les données saisies peuvent être mal enregistrées. Une personne devient auteur d'une infraction alors qu'elle est victime et la liste n'est pas exhaustive. Or, ces erreurs peuvent difficilement être corrigées lorsqu'elles se propagent au travers d'interconnexions entre fichiers de police. À ce titre, l'interconnexion des fichiers complexifie le droit à la rectification.
Or, peu à peu, la sécurité a été érigée en droit, en lieu et place de la sûreté. Il ne s'agit plus d'assurer la protection du citoyen, y compris contre l'État, mais de faire de la prédiction de menaces. Nous sommes bien loin du droit à la sûreté, défini par les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pas un mois sans qu'une nouvelle idée du fichage ne sorte des bureaux du ministère de l'Intérieur. En février, c'était JeuneNote, une application qui facilite la collecte de photos et d'informations sensibles, religion, politique, sexualité, prétendue origine raciale, et leur transfert dans des fichiers extérieurs, tels que le TAJ qui permet la reconnaissance faciale. Ou encore, le détournement du fichier du système de contrôle automatisé, SCA, qui a pour objet de conserver des informations relatives aux délits routiers et qui, depuis avril dernier, sert de base pour traquer les informations relatives au non-respect du confinement. Que dire encore de l'utilisation illégale des drones et des possibilités de reconnaissance faciale des manifestants. Or, cette multiplication des fichiers de police se fait dans la plus grande opacité et surtout brouille la séparation des pouvoirs et la répartition des compétences entre le Parlement et l'exécutif. Le constat fait en 2009 dans la mission d'information présidée par Delphine Batho est toujours d'actualité. L'exécutif, lorsqu'il entend donner une base juridique au fichier de police qu'il crée, peut toujours recourir soit à la voie réglementaire, sur le fondement de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, soit à la voie législative. Ainsi, rien n'interdit au gouvernement de créer un nouveau fichier de police par décret ou arrêté et de facto se soustraire du contrôle du Parlement. Et nous pensons que cela doit changer. Ainsi, en 2009, 27% des fichiers n'avaient fait l'objet ni d'une autorisation légale ou réglementaire, ni d'une déclaration à la CNIL. En 2011, il y en avait 80 recensés et 45% d'entre eux restaient dépourvus de base juridique. Qu'en est-il aujourd'hui ? Car c'est dans ce cadre, alors que la problématique est connue, que le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour autoriser l'identification automatique et massive des manifestants, voire la reconnaissance faciale. Cette autorisation s'est passée de tout débat démocratique, comme le souligne la Quadrature du Net. C'est encore par voie réglementaire que le 4 décembre dernier, 3 décrets permettent d'étendre les informations recueillies par les services de police dans 3 fichiers qui ont été créés sous la présidence de Nicolas Sarkozy: la prévention des atteintes à la sécurité publique, la gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique et les enquêtes administratives liées à la sécurité publique. À travers ces fichiers, les services de police pourront recueillir des informations sur l'opinion des personnes surveillées. Opinion politique, conviction philosophique, religieuse ou une appartenance syndicale, mais aussi certaines données de santé ainsi que des activités sur les réseaux sociaux, le tout pour des finalités élargies qui dépassent la sécurité publique. Les nouveaux décrets permettent d'aller au-delà de la notion de menace à l'ordre public qui a fondé le PASP et le JPASP. Et le JSTI nous alerte. Le champ des personnes susceptibles d'être concernées est ainsi très large. Ce faisant, il conduit à stigmatiser la liberté d'opinion, l'action syndicale, le fait d'être adhérent à un syndicat, qui laisserait à penser qu'être adhérent d'un syndicat pourrait être associé d'une manière ou d'une autre à des impératifs de sécurité intérieure, de sûreté de l'État, de lutte contre le terrorisme et de violence urbaine. En 2011, 1 personne sur 10 était fichée. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en sera-t-il demain ? Pire, et c'est une nouveauté, les fichiers pourront aussi concerner des personnes morales ou des groupements. On imagine qu'il s'agira d'associations, des groupes Facebook, de squats, de ZAD ou même de manifestations. Enfin, il y a une extension du domaine de la fiche. Jusqu'à présent, les fichiers du PASP ou du JPASP ne pouvaient lister l'entourage de personnes dangereuses que de façon succincte sur la fiche principale de la personne dangereuse. Désormais, si la police le juge nécessaire, chaque membre
de l'entourage pourra avoir une fiche presque aussi complète que celle des personnes dangereuses, y compris lorsqu'il s'agit d'enfants de moins de 13 ans. En conclusion, en 1983, Mireille Delmas-Marty, s'interrogeant sur l'État autoritaire, écrivait ceci : « L'État autoritaire n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est sa façon d'être autoritaire, d'une autorité grise et pénétrante qui envahit chaque repli de la vie, autorité indolore et invisible et pourtant confusément acceptée. Et pour reprendre ces mots, ne laissons pas l'exigence de sécurité briser le rêve de liberté. » Merci, cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à monsieur Max Brisson pour le groupe Les Républicains et pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet de ce débat choisi par nos collègues sénateurs communistes n'est pas, nous l'avons compris, dû au hasard. Il trouve sa source dans la parution au journal officiel, le 4 décembre 2020, de 3 décrets modifiant le code de la sécurité intérieure au sujet de 3 fichiers de sécurité publique. Naturellement, nous n'ignorons pas que ces décrets ont suscité de fortes inquiétudes de la part de plusieurs associations de défense des libertés qui redoutent, s'il fallait le résumer, qu'une nouvelle étape ne soit franchie en matière de surveillance de masse de nos concitoyens. À cet égard, je souhaiterais ce soir que nous tendions collectivement de prendre un peu de recul sur cette question, d'autant que l'essor des fichiers n'est pas un phénomène qu'il serait raisonnable de qualifier de récent. Rappelons-nous du bertillonnage qui, au XIXe siècle, s'est largement développé afin de rationaliser les techniques policières d'identification, notamment par la constitution de vastes fichiers contenant des données corporelles de nombreuses catégories d'individus, délinquants, criminels, vagabonds, individus soupçonnés d'espionnage ou anarchistes. Il ne nous apparaît dès lors pas incongru que les progrès technologiques changent le visage de ces fichiers de sécurité publique. En premier lieu, ces décrets de décembre dernier procèdent en réalité à une modification du cadre légal afin de prendre en compte l'évolution de pratiques déjà employées par nos différentes forces de sécurité intérieure. Ce nouveau cadre juridique était nécessaire, c'est indiscutable, mais il traduit en creux un besoin opérationnel avéré. S'il fallait le rappeler, ces fichiers ont notamment pour finalité la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Or, nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs, la menace terroriste demeure encore élevée dans notre pays. En second lieu, le Conseil d'État, le 23 décembre 2020, a jugé que lesdits fichiers ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, de conscience et de religion ou à la liberté syndicale en raison de la limitation par le pouvoir réglementaire de la collecte et de l'accès aux données concernées au strict nécessaire pour la prévention des atteintes à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. Dès lors, mes chers collègues, je crains que certains d'entre nous ne prennent pour de la peur ce qui n'est autre chose qu'une angoisse. Si la peur porte sur un sujet déterminé, l'angoisse est une inquiétude vague. L'angoisse est la réalité de la liberté parce qu'elle en est le possible, écrivait Kierkegaard dans le concept d'angoisse en 1844. Aussi, plutôt que de nourrir une crainte démesurée chez les Français, notre rôle, en tant que parlementaires, est de montrer le chemin vers une plus grande confiance dans nos forces de sécurité et dans leur professionnalisme. L'extension du contenu de ces fichiers ne peut être envisagée a priori comme la porte ouverte à des dérives qui, si elles se produisent parfois, sont isolées, condamnables et dûment sanctionnées par notre loi pénale. Une telle conception ne saurait pas rendre justice au dévouement, à la déontologie et à l'éthique de nos fonctionnaires, policiers et gendarmes. La confiance ne nous interdit pas, bien sûr, de nous interroger. Ainsi, s'agissant du fichier des enquêtes administratives liées à la sécurité publique, qui facilite la réalisation d'enquêtes administratives lors du recrutement d'agents publics à des postes sensibles, le gouvernement avait répondu à une question écrite de Mme la députée Duriez en 2010 que les données enregistrées dans ce fichier étaient entourées de garanties renforcées. Le ministre de l'Intérieur expliquait ainsi que dans les domaines politiques, philosophiques, religieux ou syndicaux, ce ne sont pas les opinions des personnes,
mais leurs seules activités qui peuvent donner lieu à l'enregistrement, et ceci uniquement dans les cas où leur comportement pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou s'avérer incompatible avec les fonctions auxquelles elles postulent. Car ce n'est désormais plus le cas, et la collecte ainsi autorisée peut se révéler plus attentatoire aux libertés qu'elle ne l'était auparavant. Se pose donc la question de savoir si, en matière de collecte, les agents candidats à un recrutement qui n'ont pas le statut de fonctionnaire bénéficient des mêmes garanties que les titulaires. Par ailleurs, qu'en est-il exactement de l'interconnexion, autrement dit du rapprochement ou de la mise en relation de ces fichiers avec une ou plusieurs autres bases de données? En effet, l'interconnexion n'est pas sans incidence, qu'il s'agisse d'atteinte à la vie privée, de droit à l'oubli ou encore de présomption d'innocence. Enfin, l'un des enjeux qui doit être au cœur de nos préoccupations est la quête d'une rigueur toujours plus exigeante dans le recueil et la conservation des données engrangées. La fiabilité des fichiers est un gage fondamental de confiance entre l'État et ses administrés. Aussi, quels moyens le Gouvernement met-il en œuvre pour s'assurer de l'exactitude des informations que l'administration rassemble? Quels contrôles permettent, le cas échéant, de prévenir ou de corriger des erreurs de saisie dont les conséquences peuvent être lourdes pour nos concitoyens? Telles sont, du point de vue des sénatrices et sénateurs Les Républicains, les questions qui se posent, Madame la Ministre, et je vous remercie de bien vouloir y répondre. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Pierre-Jean Verzelen pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, je remercie les élus du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste de mettre ce débat à l'ordre du jour. Je souscris totalement à l'intitulé « Respect des libertés publiques, protection de la vie privée, un nécessaire état des lieux des fichiers dans notre pays ». On peut légitimement s'interroger sur les garde-fous et les limites qu'il faut poser pour protéger les libertés fondamentales des citoyens. Pour autant, je ne suis pas certain que nous y donnons le même sens, que nous parlons des mêmes fichiers et que nous poursuivons en la matière les mêmes objectifs. Mon collègue l'a rappelé, le 4 décembre dernier, 3 décrets ont été publiés afin d'étendre les possibilités policières en matière de fichage. Le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, le fichier de gestion de l'information à la sécurité publique et le fichier lié à la sécurité publique, ce dernier étant utilisé pour réaliser les enquêtes administratives préalables à certains recrutements dans la fonction publique. Ces décrets ont été publiés à la demande de la CNIL. Et à la vérité, reconnaissons qu'il s'agissait là de régulariser des activités qui existaient et des fichiers qui existaient déjà. Alors désormais, le terme d'activité politique ou religieuse remplacera le mot opinion politique, conviction philosophique et religieuse. Pourront être ajoutées des données de santé révélant une dangerosité particulière, des troubles psychologiques ou psychiatriques, des comportements et habitudes de vie, des déplacements, des pratiques sportives et les activités sur les réseaux sociaux. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a rendu un avis positif en amont et il a confirmé sa position quand il a été saisi par des organisations syndicales après la publication des décrets. Mais nous parlons de quoi ici ? De permettre aux gendarmes, aux policiers, aux services secrets, bref, à tous ceux qui ont en charge la sécurité des Français, d'avoir accès à des informations les plus précises possibles pour des personnes qui sont susceptibles, je cite, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République. D'ailleurs, Madame la Ministre, il serait intéressant que vous puissiez nous préciser combien de personnes cela concerne en France à ce jour. Le rôle d'un État, c'est de maintenir l'ordre public, c'est de protéger les citoyens et au maximum d'empêcher le pire.
Je ne vais pas rappeler ici que nous traversons un moment où nous sommes exposés au terrorisme islamique, aux fanatiques de tout genre et aux extrémistes. Et que bien souvent, ça n'est pas d'un excès d'information dont nous souffrons, c'est d'un manque de renseignements précis sur ces personnes. En ce qui concerne la protection de la vie privée et un état des lieux des fichiers, j'aimerais moi connaître les fichiers que les Google, Facebook, Instagram, Amazon ont construits sur nous, qui sommes simplement des utilisateurs de leurs réseaux sociaux. Pour le coup, il m'en semblerait utile, voire indispensable, que nous sachions quelle est l'étendue de leurs informations, comment ils les stockent, combien de temps, à qui ils les vendent, comment, sur quels principes. J'ajoute que ces groupes, en matière de sécurité intérieure, on pourrait d'ailleurs en attendre beaucoup plus en termes d'information. Voilà, à mon sens, un enjeu essentiel de notre société, du vivre ensemble. C'est aussi ce qui nous permettra de voir si la politique peut et se donne les moyens de réguler et enfin de contrôler l'action de ces GAFA. Ne perdons pas de temps et prenons à bras-le-corps ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Paul Toussaint Parigi pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en France, comme dans les autres pays du monde, la lutte contre la crise sanitaire s'est traduite par une limitation des libertés publiques d'une ampleur inconnue hors période de guerre. Au nom de la sécurité individuelle et collective, au prétexte du renforcement des moyens de la police, sur fond de dégradation du climat social et de lutte antiterroriste, s'est griffé à ce régime de sécurité sanitaire un déploiement inédit de mesures sécuritaires attentatoires des libertés individuelles et des libertés publiques. En somme, un glissement insidieux vers la confiscation des libertés fondamentales de chacun d'entre nous. Or, ce contexte inédit et exorbitant du droit commun nécessitait précisément qu'une attention vigilante soit portée à l'équilibre subtil des piliers de la démocratie, à la juste proportionnalité entre sécurité des citoyens et garantie des libertés fondamentales, comme préalable à l'exercice républicain. Si notre intention initiale tend à protéger la démocratie, les nouveaux contours que vous donnez à l'exercice du pouvoir dessinent un paysage ambivalent, sorte de panoptique géant où nos libertés sont gravement menacées. Pire, l'emballement des réponses sécuritaires, en muselant les libertés individuelles, nourrit le jeu de ceux qui souhaitent ébrécher les fondements mêmes de la démocratie. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, au nom de la sécurité publique, vous prenez le 2 décembre dernier 3 décrets élargissant largement les possibilités de fichage et de collecte d'informations. Désormais, tous les acteurs du monde économique, associatif et syndical peuvent relever de ces fichiers. Pour les personnes physiques, les données désormais autorisées à être collectées à leur insu, allant du parcours professionnel aux habitudes de vie, en passant par les déplacements, les pratiques sportives et la santé psychiatrique, relèvent d'une intrusion inédite dans leur vie privée. Comble de la surveillance, vous autorisez désormais les pratiques illégales en faisant figurer dans ces fichiers les opinions politiques et les convictions philosophiques et religieuses, et non plus seulement les activités politiques ou religieuses. Une digue importante vient de tomber. D'une logique de fichage d'activités, on passe à celle d'un recensement d'opinions où chacun peut être fiché à raison de ses convictions. C'est un acte politique gravissime, pourfendeur de nos libertés fondamentales. Madame la ministre, comment, dès lors, ne pas voir qu'une telle base de données légalise l'intrusion policière dans l'ordre du politique comme dans l'ordre de l'intime, qu'elle entretient la confusion entre militantisme, déviance, voire délinquance. En se nourrissant de catégories floues d'ailleurs dénoncées par la CNIL, cette base ouvre un champ d'application visant, autant le dire, toute la population. Cette base, Madame la Ministre, mêlera un peu plus l'ordinaire de l'exception sous l'empire de la présomption arbitraire dans ce qui sera susceptible ou non de porter atteinte à l'ordre public.
Autant de mesures qui préfigurent une société gouvernée par la peur, dans laquelle les citoyens seraient privés du droit de penser, de contester, et qui verraient en retour leur vie exposée sans limite à la surveillance des forces de l'ordre. La liberté est un droit de faire ce que les lois permettent, écrivait Montesquieu. Attester que les opinions puissent représenter un danger en elles-mêmes démontre une rupture dans la manière de penser la sûreté de l'État et, ne nous y trompons pas, signe l'avènement d'une société de contrôle. Comment alors ne pas s'opposer à cet arbitraire du fichage qui porte en lui le terreau du totalitarisme? Assurer à tous la liberté dans une nation libre, chasser l'arbitraire, faire affirmer et sanctionner cette liberté par une justice libre. Voilà l'idée, Madame le Ministre, que nous faisons de la démocratie. Si notre groupe soutient les mesures d'ordre public visant à protéger les citoyens, en accord avec les principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité, il est des principes intangibles, trop durement acquis, auxquels nous ne dérogerons pas. Dans un pays qui se prétend attaché à la séparation des pouvoirs et à l'état de droit, il est des actes que nous devons collectivement refuser, au nom de nos histoires particulières, au nom de notre histoire à tous, parce que le ferment de notre liberté est celui de notre humanité. Madame la ministre, la protection des citoyens ne peut pas se faire au détriment des libertés publiques. Or, vous érigez là des moyens de notre futur asservissement que vous offrez à quiconque voudrait demain faire basculer la démocratie. Michel Foucault écrivait en 1975 dans Surveiller et punir que le simple fait de se savoir surveiller entraîne une forme d'obéissance. Les opinions, dès lors fichées, servent le contrôle de la population pour l'amener vers une forme de docilité, donnant de facto à l'État le monopole de la surveillance légitime. Aussi, Madame la Ministre, vous demandons-nous l'abrogation de ces décrets à la lumière de ces propos, car les véritables partisans de l'ordre ont toujours été les plus grands défenseurs de la liberté et nous voulons croire encore que vous en faites partie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nicole Duranton pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour 6 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 préfigurait la protection de la vie privée, qui a ensuite été affirmée en 1948 par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En droit français, l'article 9 du Code civil, introduit par la loi du 17 juillet 1970, dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit ce même droit. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été auditionné le 12 janvier par la commission des lois au sujet de 3 décrets pris le 2 décembre 2020 et qui avaient fait polémique. C'est dans ce contexte que nos collègues du groupe CRCE ont inscrit ce débat. Ces 3 décrets concernent 3 grands fichiers. D'une part, enquête administrative liée à la sécurité publique, qui relève de la Direction générale de la police nationale et de la préfecture de police de Paris. Il s'agit de contrôler la fiabilité des autorités accédant aux sites sensibles de l'État. D'autre part, les fichiers prévention des atteintes à la sécurité publique pour la police et gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique pour la gendarmerie conservent, quant à eux, les identités d'individus dont l'activité peut porter atteinte à la sûreté de l'État, intéresser l'ordre public ou être en lien avec des faits de violence collective. Contrairement à beaucoup de fichiers de souveraineté, ces fichiers ont été publiés, ce qui garantit l'information des citoyens et des parlementaires. Ces 3 fichiers ont été élaborés entre 2019 et 2011, suivant des recommandations d'experts, puis contrôlés sur leurs principes par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, en 2017 et en 2018. La CNIL définit un fichier comme un traitement de données qui s'organise dans un ensemble stable et structuré. La loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, dite loi RGPD, a permis d'encadrer cette démarche. Le Conseil d'État a émis un avis favorable. Ce contrôle a priori a permis de les valider. Qu'en est-il du contrôle a posteriori ?
Plusieurs associations et syndicats ont demandé au Conseil d'État de suspendre l'exécution de ces décrets, modifiant ces dispositions du Code de la sécurité intérieure. Le Conseil d'État a rejeté l'ensemble des recours qui portaient sur la conservation et le traitement des données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou à une appartenance syndicale. Le Conseil d'État a considéré que la collecte et l'accès aux données sont limités au strict nécessaire et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, de conscience et de religion ou à la liberté syndicale. Le Conseil d'État, parce qu'il garantit la légalité des décrets, est protecteur des droits du citoyen et un pilier central de notre République. Nous devons respecter sa décision. De plus, la CNIL vérifie chaque année et en contrôle continu que les données présentes dans les différents fichiers correspondent bien à la finalité de ces derniers. Il peut également être rappelé que ces décrets n'ont pas créé ces fichiers qui existaient déjà. Il s'agissait seulement de préciser les catégories en tirant les conséquences de délibérations de la CNIL. Restituons enfin leur ampleur. Les 3 fichiers concernent 60 000 personnes, contre 19 millions pour le fichier de traitement des antécédents judiciaires, par exemple. Au-delà de ces 3 fichiers, la pratique de la collecte de données en englobe beaucoup d'autres. Le TES, le FPR, le casier judiciaire, la sécurité sociale, la CAF, StarTrack, opéré par TracFin, Legato, Octopus et bien d'autres. Nous avons tous en tête l'abandon du projet Edwige en 2008. Il est en effet important de ne pas tout centraliser et d'avoir des fichiers distincts et spécifiques pour chaque type de situation. Cette diversité des fichiers et l'encadrement du recoupement entre eux garantit les libertés individuelles. Chaque service de sécurité publique a le droit à accéder à certains fichiers, mais pas à d'autres. Quand ils peuvent accéder à un fichier, c'est seulement pour un objectif bien précis. En outre, de nombreux fichiers sont constitués par les entreprises privées, notamment les banques, assurances et depuis quelques années les GAFAM. Ces fichiers contiennent des informations bien plus détaillées et souvent plus personnelles que les fichiers publics. Nous devons donc y être particulièrement attentifs et en assurant le contrôle effectif. Face à ces nouveaux outils, il est bien sûr essentiel d'étendre le domaine du droit et de créer des outils permettant le respect de la vie privée. L'amélioration des démarches de consultation, rectification et suppression des données, notamment avec la publication de lettres types, contribue à cette dynamique. La vice-présidente de la Commission européenne et commissaire européenne à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté avait posé le 30 novembre 2010 le droit à l'oubli comme l'une des valeurs et comme un droit fondamental de l'Europe. Toutefois, je veux le redire ici, pour en revenir aux 3 fichiers dont je parlais, il ne s'agit pas d'étiqueter des personnes selon leur opinion religieuse, syndicale ou politique, mais d'identifier les liens entre les individus ayant commis des actions violentes. Disposer de fichiers qualifiés et détaillés est essentiel pour que les outils de renseignement et de sûreté fonctionnent et donc pour que la sécurité publique soit garantie. Je crois en tout cas, et je conclurai ainsi, que tout débat sur les fichiers doit mobiliser évidemment notre vigilance à l'égard des traitements visés, mais également une certaine nuance dans le propos et l'analyse au regard des garanties strictes prévues par notre droit et notre niveau technique en la matière. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai par remercier nos collègues du groupe CRCE de nous permettre de nous interroger aujourd'hui sur les libertés individuelles et la protection de la vie privée de nos concitoyens au travers du fichage. C'est d'autant plus important que la France est plongée dans un état d'urgence et donc d'exception quasi permanent depuis la nuit du 13 novembre 2015. Loin de moi l'idée de remettre en cause les raisons pour lesquelles ces lois ont été votées puis prorogées, tant la folie terroriste qui nous a frappés méritait une réponse forte. Mais il est à mon sens nécessaire d'interpeller sur la vigilance, l'exigence que nous devons avoir vis-à-vis de ces régimes qui sont hélas devenus la norme.
Concernant le régime d'état d'urgence mis en place en 2015, s'il a pris fin en 2017, force est de constater que nombre de dispositions sont entrées dans le droit commun. Une hausse des prérogatives dévolues au juge administratif au détriment du juge judiciaire, que ce soit en termes de liberté surveillée ou bien en cas de fermeture de lieux de culte. Si le procédé a l'avantage de la rapidité d'exécution, il représente aussi une perte de garantie pour les justiciables qu'il ne faut pas minorer. À ces mesures que nous avons consacrées par la loi SILT, puis prorogées en octobre dernier, est venu s'ajouter ce que personne n'aurait imaginé il y a encore un an, un état d'urgence sanitaire. Celui-ci n'a que peu de choses en commun avec celui de 2015. Il est beaucoup plus sensible, car c'est l'ensemble de la population qui voit ses libertés restreintes, que ce soit celle d'aller et venir, de réunion ou bien même d'entreprendre. C'est toute une vie qui est chamboulée depuis près d'un an au rythme des confinements, des couvre-feux et, hélas, des fermetures administratives. C'est à l'instar des mesures antiterroristes un renforcement du pouvoir du juge administratif au détriment du juge judiciaire. Ce sont des mesures exceptionnelles comme les audiences à huis clos pour les justiciables, le recours aux ordonnances ou encore l'obligation de placement à l'isolement. C'est enfin un enjeu, et pas des moindres, celui de nos données personnelles et de la façon dont l'ensemble de nos concitoyens sont vulnérables face à de nouvelles formes d'intrusion dans leur vie privée et de fichage. Je prendrai l'exemple de l'application Stop Covid, rebaptisée Tous Anti-Covid, qui a connu des débuts mitigés et de son utilisation qui s'avère délicate. D'abord parce qu'à ses débuts, elle était peu intuitive, qu'elle nécessitait d'être redémarrée à chaque fois, qu'elle reste très peu téléchargée et que quand bien même elle était téléchargée, elle restait peu utilisée. Ensuite, parce qu'en dépit de ce que l'on nous avait annoncé, elle collectait plus de données que prévu. Je vous épargnerai les remarques sur son incompatibilité avec les systèmes choisis par nos voisins européens. Oui, Madame la Ministre, la version Tous Anti-Covid est venue apporter en lisibilité et éteindre certains doutes. Mais voilà, le projet de modification du décret du 29 mai 2020 vient ajouter de nouvelles zones d'ombre sur cette application. Est évoquée la possibilité de scanner des QR codes pour entrer dans des lieux clos sans que l'on ne sache rien de ce futur système, ni quels lieux seraient concernés ou même comment seraient conservées les données. Concernant les données, toujours il est prévu de lancer une collecte anonyme pour, et je cite l'avis du comité consultatif de liaison, connaître les données de navigation de l'utilisateur, le temps d'activation moyen du Bluetooth dans la journée, le temps d'ouverture moyen de l'application, le nombre de contacts scorés, le nombre de contacts croisés. Tout cela sans que l'on sache pourquoi, comment, ni même le but, de quoi laisser quelque peu perplexe. Perplexe d'autant plus que ce projet de décret vient également supprimer la limite du temps à l'obligation de publication du rapport sur l'application Tous Anti-Covid. Aujourd'hui, ce sont des millions de données qui circulent chaque jour dans notre pays, des millions d'informations sur chacun d'entre nous qui sont collectées. Pour conclure, Madame la Ministre, vous connaissez l'attachement du RDSE aux libertés, mais aussi son sens des responsabilités lorsqu'il en va de la sécurité de notre pays. Je me permets donc de vous alerter. Vous alerter sur le fait que toute abdication de liberté, si on veut qu'elle soit consentie, doit être limitée dans le temps. Aussi, nous émettons le vœu qu'à la sortie de cet état d'urgence sanitaire, nous n'intégrions pas ou peu de mesures exceptionnelles à notre droit commun, afin de ne pas fragiliser notre état de droit, et que chaque citoyen de notre pays soit en mesure de savoir où il est fiché et quelles sont la nature des données qui le concernent, connues des services de l'État ou d'autres. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Cathy Apourceau-Poly pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Et pour 5 minutes, chers collègues. Merci. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, suite à ce qu'a rappelé Éliane Assassi, je voudrais revenir sur les dangers d'un fichage massif des organisations syndicales, des syndicalistes et des militants, d'un fichage politique de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais rappeler la place essentielle des syndicats et du mouvement social dans une démocratie digne de ce nom, au moment où la France est considérée comme une démocratie défaillante. Ce rappel est essentiel au moment où il est toujours plus difficile de manifester
d'exprimer des revendications pour plus de justice sociale. Pourtant, la mission des syndicalistes est la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. Ils combattent la violence des délocalisations, des fermetures d'entreprises, de plans qui n'ont de sociaux que le nom. Ils dénoncent les privatisations et l'abandon de biens publics et de fleurons industriels à la finance. Ils luttent contre les licenciements indus pour la préservation des retraites et de notre système de protection sociale, tout en accompagnant des milliers de salariés dans la détresse. Et pourtant, plusieurs d'entre eux ont été condamnés à des amendes et à de la prison suite à des actions dans le cadre de leurs fonctions syndicales. Ils ont été condamnés pour s'être opposés à la politique de casse de leur entreprise. Ces condamnations injustes ne suffisent pas au gouvernement qui, aujourd'hui, permet le fichage des syndicalistes au même titre que de dangereux délinquants. Il s'agit maintenant de stigmatiser la liberté d'opinion et l'action syndicale. Comment justifier que le simple fait d'être adhérent à un syndicat puisse, d'une manière ou d'une autre, porter atteinte à la sécurité intérieure, à la sûreté de l'État, à la lutte contre le terrorisme ou encore, selon les termes des derniers décrets, porter atteinte à l'intégrité du territoire ou les institutions de la République? Comment justifier que le droit à résister, à revendiquer, à agir puisse être criminel? L'autre point que je voudrais aborder est la protection des données de santé de nos concitoyens. Aujourd'hui, ces données sont particulièrement convoitées et sont devenues un enjeu majeur. Ces données sont par définition particulièrement sensibles parce qu'elles font état de la santé de la personne, mais elles peuvent aussi révéler sa condition sociale ou d'autres particularités personnelles. Pire, ces données pourraient être utilisées à des fins de discrimination. Refus d'attribution d'un prêt bancaire, d'accès à un emploi, refus de couverture sociale complémentaire, par exemple en cas de maladie grave. Or, la loi Ma Santé 2022 prévoit la création d'une plateforme visant à centraliser l'ensemble des données de santé de millions de personnes, malgré les risques incontestables que présente une telle centralisation. Ces données qui étaient considérées comme une information purement médicale, dont l'usage était limité aux professionnels de santé ou aux services médico-administratifs, sortent du cadre strict du cabinet du médecin, de l'établissement de santé, pour relever d'un usage plus collectif. En effet, le choix de confier l'hébergement de données qui permettent de suivre le parcours de santé de 67 millions de personnes sur près de 12 années à Microsoft nous interpelle, même si le ministre annonçait il y a peu que cet hébergement ne durerait que 2 ans, suite au recours évidemment de différentes organisations devant le Conseil d'État. Ce qui nous interpelle, c'est la justification du choix initial. Pourquoi avoir choisi Microsoft alors même que le Conseil d'État soulignait qu'il ne peut être totalement exclu que les autorités américaines, dans le cadre de programmes de surveillance et de renseignement, demandent à Microsoft l'accès à certaines données. D'autant que l'anonymat du patient n'est pas toujours garanti, ce qui peut encourager des acteurs tiers, tels que des employeurs, des assureurs et des organismes bancaires, à tenter d'accéder à ces données dans un objectif de profit. Comment croire que 2 ans ne seront pas suffisants pour que les données, pourtant couvertes par le secret médical, soient bradées ou accaparées par des intérêts commerciaux ou politiques? Enfin, depuis l'accord national interprofessionnel de 2013, qui a généralisé les complémentaires santé obligatoires dans les entreprises, a ouvert aux assureurs l'accès privé aux fichiers des données de santé des salariés. Les données des réseaux de santé gérés par les complémentaires ne sont pas protégées et cela entraîne des risques importants pour le respect de la vie privée. L'existence des fichiers dans la société a dans le passé conduit à la démission du gouvernement Émile Combes en 1905 suite à l'affaire des fiches qui recensait justement les opinions politiques, syndicales et religieuses des officiers. La généralisation des fichiers dans la société et ses conséquences pour garantir le respect des libertés individuelles sont les faits nouveaux qui nécessitent, selon nous, transparence et démocratie. Merci. Merci. La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes, chers collègues.
Madame le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, jamais en temps de paix nous n'aurons autant atteint nos libertés publiques les plus essentielles, comme la liberté d'aller et de venir ou la liberté du commerce et de l'industrie. Pour la bonne cause, me direz-vous, car comme le rappelle le Premier ministre, il y a une pandémie qui touche la France. Mais dans cette période d'état d'urgence sanitaire, alors que nos préoccupations sont toutes orientées vers la gestion de la crise pandémique et de ses conséquences économiques et sociales, nous devons, mes chers collègues, toujours avoir à cœur de préserver les acquis démocratiques que notre histoire politique et notre doctrine juridique nous ont légués. Selon une étude récente de The Economist, les libertés démocratiques ont reflué dans près de 70% des pays du monde en 2020. Un chiffre élevé qui amène à se poser de nombreuses interrogations, surtout quand la France se retrouve dans la catégorie des démocraties défaillantes. C'est pourquoi je rends grâce au groupe CRCE de nous permettre de réfléchir ensemble ce soir à ces questions essentielles et de ne pas nous laisser emporter par le plus grave de tous les risques, celui des accommodements raisonnables, pire, celui de l'accoutumance. Quand le numérique envahit les rapports sociaux avec une vitesse incroyable, avec des acteurs privés aussi puissants que des États, se pose toujours cette question avec une grande acuité de savoir comment toujours mieux protéger les libertés publiques et la vie privée quand il faut au même moment lutter contre le terrorisme ou un virus. Légiférons-nous dans le bon sens et avec bon sens lorsque, lors du projet de loi de finances pour 2019, nous avons voté au Parlement la capacité pour l'administration fiscale d'aller chaluter des données qui ne sont pas moins personnelles au motif qu'elles sont publiques. Cette tendance préoccupante, très préoccupante, nous touche nous aussi, législateurs, motivés que nous sommes parfois de vouloir une administration plus efficace qui prévient mieux les crimes, les délits et la fraude. Mais que faisons-nous de la vie privée? Comment préservons-nous ce droit essentiel qui est chahuté dans ses fondements même par les évolutions sociologiques? Je voudrais vous rappeler ce qu'est la protection de la vie privée affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été réaffirmée en droit français à l'article 9 du Code civil, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et pour rappeler aussi qu'en 1999, plusieurs décisions du Conseil constitutionnel sont venues étendre la protection. Évoquer le respect des libertés publiques et de la vie privée, mes chers collègues, nous amène naturellement à nous saisir de la question de l'utilisation des fichiers et de la collecte de données qui soulève aujourd'hui de multiples interrogations juridiques. Au sens de la loi dite informatique et liberté du 6 janvier 1978, ces fichiers constituent des traitements automatisés de données personnelles et font l'objet d'une réglementation spécifique. Même si l'intitulé de notre débat est bien plus large, je me concentrerai sur les fichiers de police et de renseignement. Catégorie à part entière au sein des fichiers administratifs, ils restent spécifiques quant à leur finalité, qui est de participer au maintien de l'ordre public. Cette spécificité les situe ainsi à la frontière entre la répression et la prévention. D'une part, ils sont chargés de collecter des données pour prévenir des atteintes à l'ordre public, quand d'autre part, ils peuvent être la source de l'action répressive de l'État. Nos concitoyens et plus largement le débat public dans notre pays ont malheureusement commencé à s'intéresser à ces fichiers et à leur finalité, en particulier celle des fameuses fiches S lors des attentats terroristes survenus depuis 2015. L'utilisation efficace de ces fichiers a souvent permis une réaction rapide dans la recherche des auteurs, tout en facilitant l'action répressive, mais a entraîné un débat sur la capacité de l'autorité publique à les utiliser de façon préventive. Ces outils de traitement de données utilisés dans le cadre du maintien de l'ordre ne sont pas sans contrôle. Notre pays dispose aujourd'hui d'un corpus juridique solide qui encadre strictement l'utilisation de ces fichiers et qui a maintenant plus d'une quarantaine d'années. Ayant la chance d'y siéger depuis à présent 6 ans et d'entamer un deuxième mandat depuis quelques jours, il m'est impossible de ne pas évoquer le rôle crucial de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en la matière. En effet, ces fichiers de police font l'objet d'un contrôle préalable par la CNIL, se traduisant par la formulation d'un avis motivé et publié sur l'ensemble des projets de création de ces fichiers. Madame la ministre, à l'occasion de ce débat ce soir au Sénat, je me dois aussi d'insister sur le rôle incontournable du Parlement, alors que le pouvoir exécutif continue de disposer de pouvoirs élargis, y compris le pouvoir de légiférer par ordonnance dans tout un tas de domaines. Et je ne voudrais pas être inutilement polémique, mais nous allons étudier dans le mois prochain le texte dit « sécurité globale ». Ce texte a été écrit sans étude d'impact et sans avis du Conseil d'État. Eh bien, ce texte sera l'objet d'une première,
Pour la première fois depuis que la loi l'a autorisé en 2018, le président de la commission des lois du Sénat a saisi la CNIL d'une demande d'avis sur l'ensemble du texte et cet avis vient de nous être rendu. Pour la CNIL, le cadre juridique de ce texte, qui contient plusieurs dispositions intéressant directement la protection des données personnelles, au travers en particulier de la modification du cadre juridique applicable en matière de vidéo et de réglementation des caméras aéroportées, dans le langage courant les drones, n'est pas en l'état suffisamment protecteur de la vie privée et des données personnelles. Il nous faudra être attentifs à cela lors de nos discussions et j'y veillerai personnellement puisque je suis l'un des 2 co-rapporteurs de ce texte. Le débat d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'évoquer la décision rendue par le Conseil d'État le 4 janvier dernier. Saisi en référé par plusieurs organisations syndicales en raison d'un risque de surveillance de masse, la plus haute juridiction administrative du pays est venue valider 3 décrets autorisant les forces de l'ordre à ficher les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses et l'appartenance syndicale. Plusieurs collègues l'ont évoqué avant moi. Ce fichage a lieu avant le recrutement de fonctionnaires sur des postes sensibles. Et désormais, pourront être recensées les données de toute personne soupçonnée d'activité terroriste ou susceptible, je cite, de porter atteinte à l'intégrité du territoire et des institutions de la République. La terminologie retenue reprend d'ailleurs celle du RGPD et de la loi que nous avons débattue et votée ici. Notons que ces décrets avaient fait l'objet en amont d'une consultation de la CNIL qui avait donné son accord à l'application de ces décrets destinés notamment à lutter contre le terrorisme. Mes chers collègues, force est de constater que dans la période que nous vivons, sur à peu près tous les sujets, nous avons un recul des libertés publiques alors qu'elles sont toujours, elles doivent l'être, garanties par notre Constitution. Plus que jamais, le rôle des magistrats judiciaires et administratifs, ou l'existence d'autorités administratives indépendantes comme la CNIL, constitue une force et une vigie pour nos libertés. Et sachez, Madame la Ministre, que pour protéger les libertés publiques et la vie privée, nous serons toujours au rendez-vous. C'est le devoir et c'est l'honneur du Sénat. Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Durain pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et pour 5 minutes, chers collègues. Ne tombez pas dans les escaliers. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, je tiens d'abord à remercier le groupe CRCE pour ce débat sur le nécessaire état des lieux des fichiers de notre pays. Respect des libertés publiques, protection de la vie privée, voilà les principes qui orientent notre discussion de ce soir. Ce sont des principes largement partagés à droite comme à gauche, car tout le monde sait que le Sénat est une institution profondément attachée à la défense des libertés publiques. Le groupe socialiste, écologiste et républicain avait d'ailleurs demandé l'audition du ministre de l'Intérieur par la commission des lois sur les fichiers de police dès le 11 décembre. Et le président Buffet, nous souhaitons le remercier, avait donné une suite favorable à cette demande, ce qui nous a permis effectivement d'entendre le ministre le 12 janvier dernier, mais je vais avoir l'occasion d'y revenir. Alors comme citoyens, nous sommes tous fichés de gré ou de force. Et s'il peut être de bon ton de s'opposer au principe même du fichage, il faut rappeler que nous nous fichons souvent volontairement. Et un de nos collègues l'a rappelé tout à l'heure. Qui ici n'a pas adhéré à un parti politique, créé son compte Google, demandé sa carte de sécurité sociale? Personne, évidemment. Il faut d'ailleurs reconnaître que nous sommes tous bien moins regardants avec les fichiers détenus par des tiers privés qu'avec les fichiers détenus par l'État. Cela s'explique. Rares sont les entreprises à avoir pris le contrôle de pays, créé leur propre police et enfermé des gens selon leurs convictions personnelles. A contrario, il n'est pas rare que des États dépassent le cadre qu'ils s'étaient fixé. Il n'est pas rare que des États aient des polices et des prisons à leur disposition. Cela ne signifie pas que l'on doive s'opposer au principe du fichage par les États, le maintien de l'ordre public, l'accès aux soins de tous, la lutte contre le terrorisme sont des justifications qu'on ne peut nier. Mais c'est ce nécessaire antagonisme entre les besoins de l'État et la défense par les individus des libertés publiques qui fait l'honneur de nos démocraties. Le ministre de l'Intérieur doit accepter que les citoyens soient réticents au fichage et les citoyens doivent accepter que l'État satisfasse son besoin d'outils à la protection de la société. Si je me permets ces rappels, c'est parce que lors de l'audition de M. Darmanin en janvier, j'avais indiqué, et vous me pardonnerez cette citation, que ces fichiers semblent de nature à entretenir un climat qui n'est pas sain en donnant le sentiment de contrevenir aux libertés publiques. M. Darmanin m'avait répondu
un peu courroucé, je ne peux pas laisser dire que les décrets contreviennent aux libertés publiques. Au-delà de la joute oratoire, je tiens à dire au ministre, en général, au gouvernement, qu'il a l'obligation de laisser dire aux parlementaires tout ce qu'ils veulent. Pour ma part, j'ai été étonné dans sa réponse d'alors par l'interprétation qu'il a faite de l'avis de la CNIL. Ainsi, M. Darmanin a déclaré devant la commission des lois « Les fichiers ont été validés par le Conseil d'État et la CNIL en amont, et de nouveau par le Conseil d'État en aval. Ils sont d'autant plus respectueux des libertés publiques qu'ils ont été conçus à la demande de la CNIL. » Alors, il se trouve que la commission des lois a aussi auditionné la présidente de la CNIL, Mme Marie-Laure Denis, la semaine dernière. Cette dernière a déclaré, c'est au compte-rendu de la commission des lois, que « une évolution sémantique a eu lieu. On est passé d'activités politiques, religieuses, philosophiques et syndicales à des opinions politiques, des convictions philosophiques et religieuses et l'appartenance syndicale. » Je l'ai mis en gras dans mon texte. La CNIL n'a pas été consultée sur cette modification sémantique, car les textes ont évolué depuis notre avis. Je rappelle, c'est toujours Marie-Laure Denis qui parle, je rappelle que la CNIL n'autorise pas ou ne refuse pas les textes sur lesquels elle émet un avis. Celui-ci vise à éclairer le pouvoir réglementaire ou le législateur, et il appartient au juge administratif de se prononcer sur la légalité des actes réglementaires. En l'espèce, le Conseil d'État s'est prononcé en référé, sans déceler de doute sérieux sur la légalité du texte, mais il aura très certainement à se prononcer au fond. En tout cas, et la présidente conclut, le collège de la CNIL ne s'est pas prononcé sur l'évolution sémantique. Peut-être le gouvernement souhaitera-t-il répondre à cette déclaration de la présidente de la CNIL. Quoi qu'il en soit, on le voit, il faut débattre de ces questions relatives aux fichiers. Merci au groupe CRCE. Et ma collègue Annie Le Houerou abordera d'autres aspects qui sont liés aux fichiers de santé, tout aussi importants, et qui intéressent eux aussi fortement les Français. Merci. La parole est à monsieur Yves Boulou pour le groupe Les Républicains et pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la conciliation entre le droit de l'individu et le droit de la société, entre l'ordre du public et la liberté, n'est pas un problème récent. En droit français, l'article 9 du Code civil dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée. À l'origine de cette demande de débat, on retrouve les 3 décrets du 4 décembre 2020 et la tribune publiée le 17 décembre dernier dans le journal Libération, extension des fichiers de renseignement, un nouveau danger pour nos libertés. Cette tribune, signée par de nombreux élus de gauche et écologistes, dénonçait l'atteinte à la démocratie et le mépris du Parlement. S'il s'agissait bien d'une compétence réglementaire et non législative, l'élaboration de ces décrets aurait effectivement toutefois pu donner lieu à une consultation du Parlement ou à tout le moins à une communication. Au lieu de cela, les parlementaires en ont appris l'existence par voie de presse après leur publication. Une telle manière de procéder est incompréhensible. Elle l'est d'autant plus que, lorsque l'on se souvient des débats suscités par le décret Edwige en juin 2008, ce décret créait un fichier recensant les personnes ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif. Il fut finalement retiré au mois de novembre suivant. Ce manque de transparence nourrit malheureusement les suspicions envers l'état de droit. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, tout le monde est fiché par des Big Brothers privés sans rien y trouver à redire.
Le constat est sans appel. Pour les Français, il est aujourd'hui plus facile de s'inscrire sur Facebook ou Instagram que de télécharger l'application anti-Covid. Cette défiance de l'État doit interpeller. La menace terroriste faisant, l'État est de plus en plus incapable de garantir la sécurité sans entraver la liberté. Si le fichage étatique effraie, c'est en raison des conséquences que l'État pourrait en tirer. Mais le fichage est parfois nécessaire et certains fichiers ne seront jamais contestés. On peut citer, pour exemple, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ou encore celui sur les agréments des assistantes maternelles dont la création vient d'être annoncée. La sécurité n'est pas une liberté, mais bien l'une des conditions de leur exercice. Pourquoi ces récents décrets interpellent ? Parce qu'ils s'inscrivent dans une logique de prévention des risques. Il s'agit d'un fichage d'opinion, de conscience et non de comportement répréhensible. Ces décrets prévoient en effet la création de fichiers de police pouvant contenir des données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale, ainsi que des données de santé révélant une dangerosité particulière. Le premier est le fichier EASP, enquête administrative liée à la sécurité publique, utilisé avant le recrutement de fonctionnaires sur des postes sensibles. Il s'agit d'éviter de recruter des personnes potentiellement dangereuses ou radicalisées. Les deux autres fichiers sont le PASP, prévention des atteintes à la sécurité publique, et le JPASP, gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique. L'un, le PASP, est géré par la police, l'autre, le JPASP, par les gendarmes. Ils traitent tous les deux des informations liées aux atteintes à la sécurité de l'État. Il s'agit de permettre à la police ou à la gendarmerie de faciliter leurs enquêtes. Soumis pour avis à la Commission nationale des libertés, la CNIL, ils font l'objet de recours contentieux. Le 4 janvier dernier, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer leur suspension. Selon le juge des référés, la collecte de ces données dans les traitements litigieux n'entraîne pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ou à la liberté d'opinion. Deux arguments ont retenu son attention. D'une part, seules les activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État pourront donner lieu à l'enregistrement de données. D'autre part, il sera interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles. Jusqu'au jugement au fond de ces affaires, ces fichiers sont donc légaux. Mais tout ce qui est légal est-il souhaitable ? La question que l'on peut légitimement se poser est: en quoi le fait de ficher des opinions, y compris philosophiques, peut garantir la bonne tenue d'une manifestation ? Élargir le fichage, c'est de considérer que des opinions puissent représenter un danger en elles-mêmes. Cela représente une rupture importante et inquiétante dans la manière de penser la sûreté de l'État. En 2009, Robert Badinter déplorait déjà le recours presque obsessionnel à des fichiers et s'interrogeait de cette dérive inquiétante, je cite, « passer d'une justice de liberté à une justice de sûreté ». Un tel changement de doctrine ne peut être accepté que si l'on peut s'assurer de son utilisation et de son effectivité. Pourra-t-on s'assurer que les personnes fichées seront pleinement informées et auront accès à leurs droits de rectification ? Quelles conséquences légales seront tirées de ces fichiers ? Pourront-ils justifier une arrestation ou un non-recrutement ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Annie Le Houerou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et pour 4 minutes, chers collègues.
Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la pandémie mondiale de la Covid-19 a vu émerger la prolifération de virus et de virus d'un autre type, les virus informatiques. Les établissements de santé, les laboratoires de diagnostic ou de recherche sont régulièrement victimes de piratage. Les données de santé sont très prisées, récupérées, elles sont revendues à prix d'or. À titre d'exemple, la société Moderna a été touchée par une cyberattaque en juillet dernier. AstraZeneca en a été victime en novembre. Plus récemment, en janvier, l'Agence européenne de médecine confirme qu'une version falsifiée des fichiers volés chez Pfizer a bien été partagée sur le dark web. La CNIL a publié en janvier un avis sur plusieurs mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. Cet avis a mis en évidence plusieurs manquements dans la gestion des données personnelles, notamment sur leur durée de conservation et leur sécurité dans son logiciel dédié au contact tracing. Pour la CNIL, bien que prévu par une circulaire ministérielle, ce processus de tracing entraîne une dispersion des données dans les messageries. De plus, ces informations, en partie stockées sur des serveurs, sont conservées trop longtemps, faisant fi du règlement général de protection des données personnelles. S'agissant de l'application Stop Covid, devenue Tous Anti-Covid en octobre 2020, la CNIL avait estimé que le dispositif était conforme au règlement général de la protection des données. Mais elle estimait que l'application ne pouvait être déployée que si son utilité pour la gestion de la crise était suffisamment avérée et si certaines garanties étaient apportées. Son utilisation devait être temporaire et les données devaient être conservées pendant une durée limitée. Insidieusement, Tous Anti-Covid tend vers les mêmes travers, sans vigilance particulière sur la durée et sur les conditions de stockage des infos personnelles. Les appels à la vigilance sont nombreux. En janvier 2021, Christian Babuzio, l'ancien président de l'Institut des données de santé, appelait le gouvernement à rompre au plus vite le contrat conclu avec Microsoft pour la construction d'un grand entrepôt d'hébergement des données de santé. Les doutes sur les garanties offertes par le droit américain font craindre pour la sécurité des données de santé des Français, avec un risque d'exploitation abusive de ces dernières. Si le gouvernement s'est engagé à retirer l'hébergement de ces données à Microsoft d'ici 2 ans, ce délai est trop long au regard des risques d'exploitation des données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées. Enfin, en décembre, le gouvernement avait présenté un projet de loi instaurant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. L'article 1er de ce texte prévoyait de conditionner le déplacement des personnes et l'exercice de certaines activités à la présentation d'un test de dépistage ou au suivi d'un traitement préventif, y compris la vaccination. En d'autres termes, c'est la mise en place d'un passeport sanitaire. Si le projet de loi a depuis été retiré et son examen renvoyé après la sortie de la crise, une telle mesure doit être envisagée avec la plus grande prudence. Nous veillerons au respect des libertés individuelles. Le Parlement est garant de cette protection en s'appuyant sur les avis de la CNIL. Dans son avis, la CNIL rappelle ainsi que les données de santé sont protégées par le secret médical et ne doivent être traitées que par des personnes habilitées et soumises au secret professionnel. Vous l'avez compris, Madame la Ministre, la protection des données personnelles est un enjeu majeur, a fortiori les données personnelles de santé. Elles doivent être strictement protégées pour garantir la liberté de chacun. Ces données statistiques destinées à une exploitation collective pour la recherche ou l'industrie sont particulièrement convoitées et font l'objet d'espionnage industriel ou de sabotage malveillant. Il est de votre responsabilité et de celle du gouvernement de les protéger efficacement, de veiller à ce que leur utilisation ne soit pas dévoyée, de garantir notre indépendance nationale en la matière. Protéger ces données, c'est protéger les Français, mais aussi nos entreprises. Le groupe socialiste, écologiste et républicain sera particulièrement vigilant quant à la création de fichiers dans notre pays, et en particulier ceux liés à l'utilisation des données de santé qui tendent à se généraliser. Notamment, je pense au dossier médical partagé. Merci. Pour terminer ce débat, la parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. C'est à vous, Madame la ministre.
Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis heureuse de la tenue de ces travaux et de pouvoir participer à vos échanges et à votre débat très riche sur ce sujet fondamental autour du respect des libertés publiques, de la protection de la vie privée et du nécessaire état des lieux des fichiers dans notre pays. Avant de pouvoir réagir aux divers propos et, je l'espère, apporter des réponses aux questions qui ont été posées ce soir et aux observations qui ont été formulées, je voudrais partager avec vous quelques éléments. D'abord, dans la décennie passée, nous avons connu, vous le savez, 3 mouvements majeurs en termes de fichiers sécurité, en apparence contradictoires, mais que nous avons pourtant voulu et, je l'espère, su concilier. Premièrement, un contexte sécuritaire qui s'est globalement tendu, avec une menace terroriste qui est désormais structurante. Deuxièmement, des évolutions techniques et technologiques qui ouvrent de nouvelles potentialités en termes de traitement de données. Et troisièmement, un droit des données qui n'a cessé de s'étoffer et de se préciser, avec notamment l'entrée en vigueur dans notre droit du Règlement général de protection des données de 2018 via sa transcription dans la loi informatique et liberté que vous connaissez bien. C'est de ce triple mouvement qu'est issue la situation que nous connaissons aujourd'hui et qui se caractérise, me semble-t-il, d'abord par de nouveaux besoins de services de sécurité en termes d'accès aux fichiers, d'interconnexion, de fiabilisation des identités des personnes inscrites, de l'exigence accrue de transparence, et cela a été mentionné à plusieurs reprises, de précision sur chacun des fichiers, sur leur finalité, sur leurs modalités de fonctionnement, sur les mesures prises pour s'assurer que ne sont collectées et conservées que les données strictement nécessaires et seulement elles. J'observe qu'il y a une forme d'exigence contradictoire vis-à-vis de l'État, et cela a été dit également. Les Français, et c'est d'ailleurs heureux, sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux de leurs données et du traitement qui peut en être fait. Ils sont aussi parfois méfiants vis-à-vis de fichiers mis en œuvre par l'État et singulièrement par le ministère de l'Intérieur. Mais dans le même temps, il me semble que les Français attendent aussi des policiers, des gendarmes, qu'ils puissent anticiper, prévenir les menaces, agir, détecter dès que possible les individus potentiellement dangereux. Travail quotidien pour lequel le recours aux fichiers est bien souvent, et chacun le comprend, indispensable. À cet égard, la demande croissante de pouvoir mener des enquêtes administratives sur des personnes qui exercent des métiers sensibles de la sécurité, mais aussi de l'enseignement, de la santé, des services publics est révélatrice. Dans ce contexte, nous avons fait le choix, en France, de conserver un régime de fichiers de sécurité très protecteur. En effet, alors que la RGPD et la directive police-justice de 2018, qui régit les fichiers dont nous sommes en train de débattre ce soir, ont initié un vrai changement de paradigme, notamment en supprimant le régime de déclaration ou d'autorisation des fichiers, eh bien, nous avons fait le choix de maintenir un régime d'autorisation pour les fichiers de sécurité. Ce qui signifie que tout traitement de données à caractère personnel qui intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ou qui a pour objet la prévention, la recherche, la constatation, la poursuite des infractions pénales, l'exécution de ces condamnations ou des mesures de sûreté, eh bien, doit être autorisé par un acte réglementaire pris après un avis de la CNIL. Parmi ces traitements, ceux qui portent sur des données dites sensibles, je pense aux données biométriques, sont particulièrement encadrés puisqu'ils doivent être à chaque fois autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL. Et d'ailleurs, les décrets qui ont été évoqués relèvent d'actualisation sémantique sur ces questions, et je tiens à le préciser. Chacun des fichiers du ministère de l'Intérieur doit donc respecter des dispositions cardinales du droit des données personnelles, à savoir, elles doivent être collectées et traitées de manière loyale et licite, c'est le principe de l'égalité. Elles doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, le principe de finalité. Le responsable d'un traitement ne peut enregistrer ou utiliser des informations sur des personnes physiques que dans un but précis, légal et légitime. Elles doivent être adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités poursuivies. C'est le principe de proportionnalité et de pertinence. Les informations enregistrées doivent être donc strictement nécessaires au regard de la finalité donnée et connue du fichier. Elles doivent être exactes, évidemment tenues à jour, et toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, puissent être effacées ou rectifiées, et ce, sans tarder. Elles doivent enfin être conservées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Et les personnes disposent également de leurs droits vis-à-vis de ces fichiers. Et je réponds là à monsieur le sénateur Yves Boulou, les personnes disposent de leurs droits qui doivent être respectés, droit d'accès, de rectification, d'effacement et droit y compris de saisir la CNIL, bien sûr, gratuitement pour faire respecter ces droits-là. Concrètement, à chaque fois que le ministère de l'Intérieur envisage de créer, le plus souvent de modifier un traitement de données à caractère personnel, il doit d'abord prouver à la CNIL
puis prouver au Conseil d'État ensuite que le traitement qu'il envisage de mettre en œuvre respecte tous ces grands principes que j'évoquais. Et j'ajoute que 2 parlementaires sont membres de la CNIL, ce qui permet d'exercer un contrôle. Pour ce faire, il doit notamment réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données, qui expose d'ailleurs très précisément ce qu'il veut faire, les dispositions à la fois juridiques et organisationnelles qu'il prendra pour assurer que seules les données nécessaires pour la finalité soient collectées dans le respect du motif légitime que j'évoquais précédemment. Il doit ensuite assurer un droit à l'information, le droit d'accès que j'évoquais, et également à modifier, même dans le champ d'ailleurs de la directive police-justice, c'est important de le préciser. Une fois le fichier validé par la CNIL et par le Conseil d'État, il est par ailleurs l'objet de contrôles constants, et ce pendant toute sa durée de vie. Contrôle qualité, d'abord en interne, obligatoire, au regard des exigences qui pèsent sur chaque responsable de traitement. Contrôle externe par la CNIL, qui mène aussi régulièrement des contrôles sur les traitements de police et de gendarmerie, vous le savez bien. Contrôle du juge, le Conseil d'État, en l'occurrence, qui est saisi de nombreux recours contentieux. Dans ce contexte juridique en pleine mutation, les auteurs du rapport d'information de la Commission des lois de l'Assemblée nationale en 2018, consacré au fichier de sécurité intérieure, saluaient justement, et je les cite, « la diffusion au sein de la police comme de la gendarmerie d'une véritable culture des libertés individuelles ». Donc notre enjeu aujourd'hui et demain, je crois qu'il est bien là, respecter pleinement un droit exigeant, un droit protecteur des données et des libertés publiques, tout en donnant aux services les moyens de leur action et d'être pertinents et réactifs. Je voudrais préciser que nous parlons là de 65 000 personnes. C'est-à-dire bien moins que le chiffre de 1 sur 11 qui a été évoqué plus haut. Je crois que c'est fondamental. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, l'avait évoqué lors de sa dernière et récente audition. Et à cet égard, il avait aussi dit sur le décret que la CNIL avait validé le décret par facilité de langage pour s'approprier un langage que les commentateurs utilisent dans le vocable courant. Alors, pourquoi avoir changé la précédente rédaction qui parlait d'activité politique, religieuse, syndicale pour les termes opinion, politique, conviction, philosophique, religieuse et l'appartenance syndicale? D'abord, je veux dire que je n'élude pas la question. Elle est importante. Je voudrais préciser là qu'il s'agit d'une demande du Conseil d'État lorsqu'il a examiné le projet de décret. Il a demandé au gouvernement, dont ce n'était pas l'objectif initial, de procéder à une évolution terminologique pour mieux tenir compte de la rédaction actuelle de la loi informatique et liberté qui désigne les données sensibles. Et j'espère apporter une réponse à monsieur le sénateur Jérôme Durain à cet égard. En effet, jusqu'à présent, il était précisé que par exception à l'interdiction de collecter des données sensibles, pouvaient être collectées dans ces fichiers des données concernant les activités politiques, religieuses, syndicales. La traduction française du RGPD ayant retenu pour qualifier les données sensibles les termes de opinion, conviction, appartenance, le Conseil d'État a très simplement souhaité aligner cette rédaction. Ces éléments ils peuvent être importants pour contextualiser la menace. Le fait qu'un individu adhère, par exemple, à des thèses antispécistes est important pour contextualiser des faits de dégradation de commerce ou de sites de production alimentaire auxquels il incite à participer. C'est une contextualisation. De même, le militantisme n'est évidemment pas en soi une donnée intéressant les services au regard d'un engagement syndical. Il est en revanche important de savoir si un individu radicalisé est représentant, par exemple, d'un personnel de l'entreprise, parce qu'il peut, dans ce cas, jouer d'une influence plus forte auprès de ses collègues pour les inciter, par exemple, à rejoindre des idéologies prônant la violence, voire un passage à l'acte. L'examen par le Conseil d'État intervenant après l'examen par la CNIL, il est, me semble-t-il, normal qu'elle ne se soit pas prononcée d'ailleurs sur cette évolution. Les décrets, ils précisent explicitement qu'aucune recherche dans les fichiers ne peut être réalisée à partir de ces données sensibles. Je crois que c'est très clair. Le gouvernement ne permet pas le fichage des syndicalistes. Appartenir à un syndicat en soi n'est jamais une raison qui justifie un fichage. Est-il possible maintenant de recourir à la reconnaissance faciale dans ces fichiers? La question a été abordée et je tiens à y répondre clairement parce que de la même manière, ainsi que la CNIL l'indique elle-même dans son communiqué du 11 décembre, aucun dispositif de reconnaissance faciale n'est prévu. Aucun dispositif de requêtage par photographie n'est d'ailleurs possible. De la même manière, je voudrais ajouter que les moins de 13 ans ne peuvent pas
être fiché, et c'est heureux. Un membre du Conseil d'État est d'ailleurs dédié à la vérification et remet chaque année un rapport sur ce sujet, et j'espère répondre là à l'interpellation de Madame la sénatrice Assassi. Il n'y a pas non plus d'interconnexion automatique dans les différents fichiers. Il peut y avoir des rapprochements manuels, mais rien n'est automatisé et pas d'interconnexion entre différents fichiers qui ont des buts différents. Je réponds là à Monsieur le sénateur Max Brisson. Je voudrais également préciser que ce ne sont pas toutes les personnes du monde politique ou syndical qui peuvent être fichées. Comme je le disais précédemment, je crois qu'il y a peut-être une confusion, ou en tout cas, on n'évoque pas les projets actuels. On évoque là le projet Edwige, qui était envisagé en 2008, qui n'a jamais vu le jour. Ce sont véritablement seules les personnes qui représentent une menace grave pour la sécurité qui peuvent être fichés, et bien évidemment pas l'ensemble des acteurs du champ syndical, politique ou même économique, monsieur le sénateur Paul Parigi. Comme l'a souligné d'ailleurs Madame la sénatrice Nicole Duranton, très justement, les fichiers et les données que nous offrons tous les jours à Google ou à différents acteurs sont bien plus sensibles, bien plus personnels et bien moins contrôlés. Je voudrais préciser, pour terminer, que des personnes morales peuvent, à l'évidence, représenter une menace pour la sécurité publique. C'est l'objet d'ailleurs du projet de loi pour conforter les principes républicains qui arrivera bientôt en discussion au Sénat. Les associations violentes, les groupements de faits, les gangs, si vous me passez l'expression, les groupes criminels, les groupes sectaires. Mais dans ce cas, le fichage, il se fait au travers des individus qui la composent. Et elles ne figureront pas donc comme élément d'évaluation de la menace que représente un individu, mais le fait qu'un individu, par exemple, participe à des réunions d'un groupe néo-nazi, eh bien cela constitue en soi une information, un élément d'appréciation de sa potentielle dangerosité. De même, il peut être important de signaler qu'un individu présentant une menace fait partie d'une association ou d'un groupement quelconque pour déterminer, par exemple, son potentiel cercle d'influence, ses relations, ses tentatives, d'ailleurs parfois d'entrisme ou de déstabilisation. Et je crois qu'en matière de lutte contre le terrorisme islamiste, c'est absolument fondamental que de pouvoir disposer de ces informations est très précieux pour les forces de sécurité intérieure. Par ailleurs, concernant l'application Tous Anti-Covid, je réponds à Madame la sénatrice Carrère et Madame la sénatrice Apoursopoli. Je tiens à préciser que les données de santé font exclusivement partie des données qui sont gérées, traitées exclusivement via le ministère de la Santé. Elles ne servent pas au ministère de l'Intérieur. Ce sont des données très sensibles qui ont le plus haut niveau de sensibilité et de sécurité. Elles font l'objet de mesures de sécurité très particulières d'ailleurs pour que nul ne puisse y accéder et s'en servir. Ça me semble fondamental de le préciser. Dans la période de pandémie que nous traversons, il n'y a pas d'utilisation de ces données par le ministère de l'Intérieur, dans aucune façon. Voilà, soyez-en certains et certaines, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, le gouvernement partage votre attachement fondamental aux libertés publiques, mais partage également votre attachement, j'en suis certaine, à l'efficacité des services de renseignement, des forces de sécurité intérieure pour mieux nous protéger, tout en respectant les fondamentales libertés publiques qui sont les nôtres et qui font les grandeurs de la démocratie. Je vous remercie.